Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, pour cet atelier dédié aux solutions numériques en santé mentale. Et je suis ravi d'animer et de co-animer cet atelier avec Véronique Narboni. Je commence. Alors, je peux parler? Oui, c'est parfait. Bon, ben, bonjour, c'est à moi la tâche de faire l'introduction de cet atelier pour dire que la règle du jeu qu'on a choisie, c'est d'être... On n'entend pas très bien? Non, c'est bon là? C'est bon, d'accord. Donc la règle du jeu, c'est d'être le plus interactif possible. Et donc, on ne va pas faire de présentation avec des slides et des supports, mais davantage avoir des questions et des duos qui vont nous répondre pour justement croiser les perspectives. Moi, je vais commencer simplement pour vous redonner un peu le contexte, puisque le sujet, c'est la santé mentale et le numérique. Donc, je vais d'abord rappeler que la santé mentale, c'est un sujet qui est quand même aujourd'hui un sujet qui arrive enfin en actualité en France, mais ça fait plus de 30 ans que le problème a été identifié à l'international. Dans la fin des années 90, la Banque mondiale avait édité un rapport qui avait pu constater que la dépression allait devenir la 4e cause de problèmes de disability dans le monde, quand ils avaient regardé sur le Global Burden of Disease. Et donc, en fait, c'était à l'orée de 2000, ils avaient déjà évalué cette tendance. En 2018, en France, on a eu le professeur Pierre-Michel Lorca et Marion Leboyer qui ont édité un ouvrage « Psychiatrie, état d'urgence ». Donc on voit qu'il y avait déjà une prise de conscience du problème de la psychiatrie et de la santé mentale en France. Et tout ça, c'était bien avant la pandémie qui est arrivée, donc, comme vous le savez tous, avec un impact extrêmement négatif sur la santé mentale, puisque l'OCDE a publié des chiffres à l'issue de la pandémie qui a montré que dans tous les pays européens, la prévalence de la dépression avait quasiment doublé. Donc ça, c'est juste le paysage du besoin énorme qui existe. Sur le numérique, donc là, en fait, on va parler du numérique et qu'est-ce qui existe. Alors là, le problème, c'est que finalement, et ça va être un petit peu, je lance un peu le débat, pas vraiment de façon polémique, mais je voudrais dire que par rapport à nos voisins américains et nos voisins allemands, surtout, plus proches de nous, on est un petit peu en retard parce qu'en Allemagne, il y a déjà des thérapies numériques qui sont remboursées depuis 2021 et donc utilisées. Et en France, même si on a une excellence des grandes écoles d'ingénieurs, une excellence des centres académiques, on a une foison d'expérimentation avec des tonnes d'idées et de magnifiques projets, on a du mal à finalement finaliser et arriver à mettre en place les innovations pour qu'elles soient à la disposition des patients. Et donc aujourd'hui, on veut justement, à travers les regards croisés, voir comment on peut avoir le numérique qui devient l'amélioration, qui nous aide à améliorer la prise en charge des patients atteints de problèmes mentaux. Voilà pour l'introduction. En tout cas, ça pose bien le cadre de la discussion. Et merci pour ce rappel historique. Donc, on a avec nous pour discuter de ce sujet Lynn Farah, directrice des grands défis sur l'innovation en santé mentale et dans le bien vieillir à la délégation du numérique en santé au ministère de la Santé. David Labrosse, président du collectif Mental Tech et CEO de la société Tricky. Julie Salomon, médecin gastro-entérologue pédiatrique et directrice médicale de CARE. Stéphane Mouchabak, psychiatre, co-dirigeant de la section e-santé de l'AFPBN et chercheur à l'ICRIN-ICM. Et le docteur Guillaume Marchand, psychiatre et médecin du sommeil, président de l'association The Sleep Initiative. Donc, merci à vous d'être là. On est ravis d'avoir de tels experts avec nous aujourd'hui. Et peut-être pour démarrer, peut-être qu'on peut avoir la vision, je dirais, côté État. Lynn, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu voilà, quel état des lieux vous dressez et quelles sont les perspectives aussi de la mission que vous dirigez? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à venir parler de ce sujet à la fois d'importance mais aussi complexe, puisqu'on est vraiment au croisement entre l'humain et le digital. Je voudrais juste prendre quelques secondes pour resituer les enjeux qui sont clairement de répondre aux besoins de personnes, de citoyens et notamment des jeunes. Vous avez cité plusieurs chiffres assez alarmants sur les enjeux de santé mentale. Et en sortie de Covid, il y avait aussi un focus particulier à avoir sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui ont été particulièrement touchés par ces enjeux. Et ça fait partie justement des thématiques sur lesquelles on travaille activement ces dernières années. Bon, c'était déjà le cas avant, mais avec encore plus d'intérêt. Sur ces enjeux et ces questions des solutions numériques en santé mentale, le premier point, c'est la première partie de la question, c'est comment mieux prendre en charge la santé mentale. La partie suivante sur les solutions numériques, finalement, la solution numérique va n'être
qu'une alternative dans l'arsenal diagnostique, thérapeutique, de suivi, mais peut permettre, dans un cas où on se retrouve parfois avec un manque de solutions, notamment dans les produits de santé existants, sur du médicament, du dispositif médical, d'apporter une alternative supplémentaire sans jamais remplacer l'humain, le professionnel, mais toujours en complétant l'arsenal existant. À partir de ce constat-là, donc dans le cadre de la mission que je dirige au ministère de la Santé, avec une collaboration entre la délégation numérique en santé et la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie, le gouvernement a souhaité lancer ce qu'on appelle un grand défi sur les dispositifs médico-numériques en santé mentale, qui consiste en un programme national, donc de l'ordre de 3 à 5 ans, pour venir tout d'abord, et ça c'est aussi avec ce background de professionnel de santé qu'on a, s'intéresser aux besoins des patients, aux besoins des professionnels et également aux besoins des aidants, donc proches aidants, pères aidants, famille. En partant de ce besoin, derrière, parfois la solution peut être numérique et on a d'ailleurs autour de cette table plusieurs porteurs de projets sur ces solutions numériques. Dans la première phase du lancement de ce grand défi, on a réalisé un état des lieux auprès de 153 parties prenantes pour essayer d'avoir un constat commun. Et dans ce constat, on a 3, peut-être ou 4 éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est qu'il y a un foisonnement, comme ça a été dit, beaucoup de solutions numériques qui sont proposées, disponibles et d'ailleurs déjà utilisées par les usagers, patients, professionnels, aidants. Sur l'ensemble de ces solutions, déjà pour les définir, c'est un challenge en tant que tel. On a des solutions numériques, des applications qui vont permettre d'aider, donc des applications plutôt sur le bien-être mental. D'autres solutions de l'ordre plus du produit de santé, mais on a aussi 2 catégories qui se distinguent, certaines qui vont être de la digitalisation de l'existant, sur des thérapies cognitivo-comportementales digitalisées, qui sont proposées et qui permettent, dans ce parcours de soins, d'ajouter une brique supplémentaire, d'améliorer l'accès aux soins. Et un des enjeux, cette santé mentale, finalement, c'est aussi un pilier fondamental à la fois de nos enjeux au niveau individuel et collectif de la société. Et dans ce cadre-là, ce qui aussi est assez prégnant, c'est de pouvoir travailler sur les enjeux de déstigmatisation. Avec ces outils numériques, on peut avoir aussi une piste pour y arriver. Ces enjeux d'inéquité d'accès aux soins, où parfois la solution numérique peut permettre d'améliorer la coordination de parcours, de mettre plus de liens, souvent dans des consultations assez espacées pour lesquelles les patients ont du mal à accéder à leurs professionnels dans le temps imparti. Et va s'ajouter parfois une solution numérique qui peut apporter un élément complémentaire. Donc sur le premier sujet, c'est de travailler sur l'innovation qui répond réellement à un besoin. Et sur cet enjeu-là, nous avons lancé un appel à projet dans le cadre de ce grand défi sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale, dont d'ailleurs la première relève s'est terminée ce midi et la prochaine aura lieu en septembre prochain, pour lesquelles on souhaite pouvoir accompagner d'une part la phase de développement de ces innovations, mais aussi la phase d'accompagnement sur les phases réglementaires, c'est-à-dire les études cliniques parfois coûteuses pour les professionnels et les industriels, et la dernière phase qui est celle de la mise sur le marché et donc de l'étude plutôt d'impact budgétaire, économique, puisqu'on est conscient qu'on a parlé, j'ai plutôt parlé d'innovation sur ces enjeux de structurer sur des besoins non couverts ou partiellement couverts de nouvelles solutions numériques. Mais il y a l'enjeu de générer des preuves sur les 2 premiers stades pour pouvoir répondre aux demandes des autorités aussi de santé et des financeurs. In fine, d'avoir des preuves dont la méthodologie est robuste, sur lesquelles on puisse s'appuyer pour derrière financer ces solutions. Et ça, c'est un élément aussi très important, c'est de pouvoir travailler à la structuration de ces preuves pour le financement de ces solutions, notamment dans le champ de la prévention en santé mentale. Et ça fait l'objet d'ailleurs d'un challenge prévention qui aura plusieurs vagues, mais dont une qui s'est finie en fin d'année dernière, pour pouvoir accompagner la démonstration de preuves en vie réelle de ces solutions numériques. Et le dernier enjeu, et je terminerai avec celui-là, c'est plutôt sur l'enjeu de formation à l'utilisation de ces outils, alors que ce soit pour la formation des patients, des professionnels, mais aussi la formation des ingénieurs et des concepteurs de ces solutions pour intégrer dès le départ à la fois les questions des réponses à ces besoins, des intégrations dans les parcours, les enjeux sur les interopérabilités de ces systèmes d'information qui permettent de répondre aux enjeux en santé mentale dans une dimension qui reste quand même avec le regard éthique qu'on porte toujours sur ces questions d'éthique du numérique en santé et d'autant plus en santé mentale. Merci beaucoup, Lynn. Et on entend des efforts très transversaux côté puissance publique. Côté entrepreneur, David, comment est-ce que c'est reçu à la fois
cette vision, je dirais, prospective, d'une part avec Lynn, et la vision historique qu'a pu décrire Véronique. Et, voilà, est-ce que c'est des choses qui résonnent du côté du collectif Mental Tech? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et ravi de pouvoir représenter le collectif Mental Tech. Évidemment qu'on s'inscrit dans cette démarche-là, sécuriser l'accès à des applicatifs pour les professionnels, mais les patients, c'est évidemment fondamental. Maintenant, on le dit, on le répète, la situation elle a une forme de degré d'urgence. Donc, face à l'urgence, les gens s'organisent. Et à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'usager, lui, quand il est en difficulté psychique, il va faire comme tout le monde, aller sur Internet. Et l'entrepreneur, qui n'est pas toujours bien finalement intentionné, en tout cas qui va être intentionné plus sur une réalité économique, c'est quand même le concept de l'entrepreneuriat, peut facilement monter une application, un service, avec un fondement scientifique peut-être dont on pourrait avoir un regard critique, ou peut-être avoir des usages de son applicatif, pas toujours dirigés sur la santé de son usager. Tout ça pour dire quoi? Que finalement, s'il y a un degré d'urgence et que finalement l'usager consomme et que l'entrepreneur entreprend, si l'État ne va pas suffisamment vite, on laisse la porte ouverte un peu à n'importe quoi. Et donc je pense que le constat de l'entrepreneur aujourd'hui, et en tout cas nos membres qu'on représente avec le collectif, c'est de se dire comment on peut accélérer et aider l'État à accélérer. Ça, c'est peut-être le plus grand défi, au-delà de la santé mentale. Mais simplement de se dire finalement, il y a urgence à structurer, à mettre en place une souveraineté, à accéder à l'IA, à pouvoir développer tout un tas de services, parce que le besoin est là, et en face, le problème, c'est que les usages commencent à être détournés. On voit aujourd'hui de plus en plus d'usagers consommer ChatGPT pour pouvoir avoir des aides psychologiques. On voit tout un tas d'applications qui reposent sur aucun fondement scientifique sur les Apple Store, ou les stores en général. Donc, si on veut prendre soin correctement de la santé de nos concitoyens, je pense qu'il est important d'écrire un cadre réglementaire, mais qui soit aussi facilitant pour que l'innovation ne soit pas celle des pays nord-américains ou chinois. Et pour conclure, je pense que, dans le fond, les entrepreneurs aujourd'hui n'attendent plus. Et même les bien intentionnés, et en tout cas, nous, notre rôle, c'est peut-être de sécuriser à travers une démarche de collectif, je dirais un socle minimum, donc d'où nos rapports sur l'IA, l'éthique, l'IA, la déontologie en matière d'innovation, pour pouvoir se dire que, vu que le besoin est là et qu'il faut y répondre rapidement, il faut qu'on arrive à s'organiser déjà à notre niveau, et si l'État arrive par la suite, tant mieux. La réalité, c'est quand bien même l'État serait là, quand bien même il y aurait du remboursement, lorsqu'on parle de l'Allemagne, la réalité, c'est le market access. Donc demain, vous avez une super technologie, vous êtes prescrit par des médecins. La réalité, c'est est-ce que vous êtes réellement prescrit? Est-ce que vous allez réellement avoir de l'usage? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Allemagne et ça ne sera probablement pas le cas demain en France. Donc il y a vraiment des questions après sur cet accès au marché. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, on est dans cette phase de constat, et donc on va passer à nos deux médecins psychiatres au profil atypique, puisque puisque tous les deux, vous vous définissez un petit peu comme ça, plus ou moins. Non, mais Guillaume, j'ai vu ça quand même, passionné par le sommeil et le numérique, et Stéphane aussi, dans l'IA et tout ce qui est e-santé. Donc tous les deux, vous êtes praticiens hospitaliers, et donc on aimerait avoir votre regard du côté des praticiens, mais en même temps avec vos doubles casquettes. Alors, si tu vas faire plaisir à ma mère qui dit que je suis atypique, mais bon, moi je me souviens toujours, pour ceux de ma génération, il y avait Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Et à la fin, il concluait par du générique, il sera plus rapide, plus fort, bref, le meilleur. Et j'ai le sentiment que finalement, on parlait de bio-ionique, maintenant on parle finalement de médecins potentiellement augmentés comme Steve Austin. Et pourtant, nous, dans ce qu'on constate, c'est qu'il y a un rejet qui n'est pas lié finalement à un rejet de principe théorique, et bien souvent parce que les gens ne connaissent pas. Et une des premières choses que j'ai faites avec mon équipe quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est un travail sociologique et sur l'acceptabilité sociale et technologique de ces outils,
dans une culture de métier qui est celle des professionnels en santé mentale. Et donc, on a été interrogé plus de 600 personnes, on a fait des études Calicanti, et finalement, on se rendait compte que ce qui manquait, c'était comprendre cette acceptabilité, et en même temps qu'il y avait des niveaux très différents d'acceptabilité de ces outils. Par exemple, en répliquant les mêmes études au sein des infirmières, on s'est rendu compte que l'acceptabilité était énorme. C'est-à-dire que les gens sont prêts à intégrer ces technologies à peu près 2 fois mieux que celles des médecins. Et on avait publié ça dans une grande revue spécialisée en disant, on est étonnés, les reviewers nous avaient un petit peu grondé en disant, mais c'est normal, c'est notre métier que d'absorber la technologie. Et on se rend compte que d'un point de vue purement de la technique, de la culture de métier, les professionnels de santé mentale, en l'occurrence les psychiatres, ont une réticence parce qu'ils ont des concepts très particuliers de ce que doit être le soin. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'IA, les révolutions, on ne peut même plus faire de prospective, ça va tellement vite que moi je suis persuadé que le soin va plus être le même, il n'est pas encore, il est à inventer. Donc il y a énormément à faire parce que tout est à repenser. On n'a plus les mêmes repères, on n'a plus les mêmes temporalités. Le temps est concentré, la prédiction, le futur sont compactés, et ça peut un petit peu effrayer. Et quand, pour reprendre sur la formation, moi quand je fais le constat à la fac, il y a 0 cours. Aucun étudiant n'est formé à comprendre ce qu'est une probabilité liée par exemple à un résultat d'IA, qu'une probabilité n'est pas une certitude, mais qu'elle doit accompagner le médecin. Et puis, comment travaille-t-on avec ces outils? Bref, on se rend compte que les gens sont quelque part un petit peu prêts, parce que dans leurs usages, ils le font, ils utilisent ChatGPT ou autre pour travailler, mais dès qu'il s'agit de soigner avec, ah non. Donc peut-être, pour conclure et passer la main à Guillaume, mon fils fait de l'IA et je lui dis, tiens, ça serait bien qu'on collabore. Il demande à son patron, la réponse c'est, oh non, vous les médecins, c'est toujours trop long. Et vous voyez, on a besoin finalement de compacter, ou du moins de comprendre qu'on a des temps très différents pour que cette acceptabilité soit plus notable. En tout cas, moi je suis très content de venir parler là parce qu'on a vraiment besoin de ces interactions et je pense qu'il y a une vraie révolution qui n'est pas une simple évolution de nos pratiques. Tenez, cher confrère. Ah, merci. Bon, moi, je vais prendre le rôle du mauvais flic par rapport à Stéphane. Mais peut-être d'un côté un peu plus terrain et je vais oser dire un peu moins PHP, gros CHU et peut-être un peu plus de feedback de l'ensemble de la France. Je ne sais pas s'il y a des professionnels de santé parmi vous, s'il y a des psychiatres, des infirmiers, des psychos. Je ne sais pas si vous êtes des industriels de la psychiatrie ou si vous avez même de la famille qui est suivi en psychologie ou en psychiatrie, mais je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas l'impression que quelque chose a vraiment changé depuis le Covid. On en parle énormément et je pense que, puisque la question c'est comment c'est perçu du côté professionnel de santé, bah, c'est pas perçu en fait. Il y a quelque chose probablement de très grande valeur qui a été fait. Le but, c'est pas de critiquer Franck Bellivier ou ce que vous avez fait de votre côté en termes de synthèse finalement des usages, mais on a l'impression que l'accouchement s'est fait sur un étage très économique, très BPI-like, et qu'on va tomber dans du solutionnisme technologique. Alors, ceux qui sont dans la e-santé depuis longtemps ont peut-être lu Evgeny Morozov, il y a 10 ou 15 ans, qui est un Biélorusse aux US, qui avait écrit un bouquin qui est d'une fraîcheur encore très actuelle, qui s'appelle « To solve everything, click here », et qui partait justement sur le mythe du numérique, où on allait dire bah tiens, t'es handicapé, t'as ça, t'as du mal à lire, t'as ça, etc. Et le risque aujourd'hui, c'est qu'on finance et qu'on accélère des technologies, et encore une fois, c'est très très bien, mais dans un métier qui demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'humains que, je ne sais pas, l'ophtalmo. Demain, si au lieu de vous opérer la cornée à la main, je le fais faire par un laser en 3 secondes, il y a une forme de saut quantique, en plus il y a un paiement à l'acte, il y a un modèle économique intrinsèque qui se crée, etc. Et l'opportunité manquée, parce qu'on va rester optimiste pour la suite, aujourd'hui dans les grands plans en santé mentale, c'est de prendre un peu l'image dans toute sa largeur. Il y a, si on fait un petit peu la frise en 1 minute, la première chose, c'est déjà sensibiliser les populations. Il y a 1 an et demi, j'étais à Helsinki. Ils ont un truc qui s'appelle le Brain Health Program, qui est dirigé par une ancienne PU de neurologie. Bon, après, la Finlande, ils sont 5 millions. Hein. Il y a moins de Finlandais que d'habitants en Ile-de-France, donc c'est quand même un peu plus facile. Il t'explique que les villes de 200 000 habitants, c'est vraiment la limite en termes de saturation populationnelle. Mais eux avaient carrément des réflexions initiales qui étaient de se dire, est-ce que le bruit des voitures, c'est une source de stress ? Est-ce que travailler en face d'une caserne de pompiers ou d'un commissariat qui sort en gyrophare, c'est une source de stress ?
Est-ce que habiter au-dessus d'une école où il y a une armée de petits marmots qui hurlent pendant 10 minutes toutes les heures et qui re-rentrent, etc., c'est une source de stress, etc. Et eux avaient été extrêmement loin dans l'impact sociétal, finalement, de ce que pouvait être la santé mentale. Parce que c'est aussi un peu le problème. En France, on dit qu'on fait un plan santé mentale, mais on fait plutôt un petit plan de coordination technologique des soins en psychiatrie. On ne s'occupe pas forcément dans l'ensemble de la santé mentale. Donc, il se penchait sur la nutrition, le bruit, les horaires de travail, la luminothérapie, parce que, pour les raisons que vous avez compris sur ces pays nordiques. Et puis, il y a une deuxième étape qu'on aurait pu ou qu'on va attaquer en France, on va rester positif, c'est toute la question de... on parle beaucoup d'éducation des professionnels de santé dans les congrès, mais je pense qu'il y a déjà de l'éducation populationnelle. Alors, j'ai pas d'enfants, je ne sais pas s'il y a encore des cours d'éducation civique à l'école. Moi, j'en avais genre 4 ou 6 heures par an. Mais donner des bases, et sans être péjoratif, sans prendre un rôle parental, mais donner des vraies bases d'hygiène de vie, alimentation, sommeil, sport, les addictions, etc. Et comment venir en aide aux gens, pour être une vraie deuxième étape qui ne va pas résoudre la pression qu'il y a actuellement sur le système. Moi, j'étais externe, on nous disait déjà qu'il allait manquer 40% de psychiatres aujourd'hui. Ben, il en manque 46%. Donc, pour une fois, il ne s'était pas planté. Et on a laissé le truc s'aggraver. Donc, c'est un peu bicéphale. Il faut diminuer la pression à l'entrée. Et puis, il faut réussir à résoudre tout ce qui est dans la grosse marmite actuellement. Donc, probablement que donner un petit peu des solutions aux populations en amont permettrait. Alors, on va dire, ça arrive. Il y a eu le dispositif Mon Psy. Ben, le problème, par exemple, que moi j'ai avec le dispositif Mon Psy, c'est que tous mes patients de psy ne peuvent pas rentrer dans Mon Psy. Parce qu'ils cochent une case qui s'appelle « déjà suivi par un psychiatre pour une pathologie modérée ou grave de psychiatrie ». C'est en vrai, s'ils ont une forme très légère, presque je les laisse gérer par le médecin généraliste. Je ne les vois pas. Et donc, on a créé un peu des... Si on voulait forcer le trait, je fais exprès d'être le mauvais flic, mais si on voulait forcer le trait, bah, du coup, il y a un peu des TIL, des Mind Day, des solutions psychologiques qu'on va vous offrir dans votre entreprise parce que vous avez de la chance d'être un cadre, d'être dans une boîte qui marche bien, un peu parisiano-centrée, etc. Vous allez peut-être pouvoir aller sur le dispositif Mon Psy, mais Mon Psy, c'est limité à 50 €. 78% de la population française vit dans une ville ou une agglo de plus de 500 000 habitants où la consulte est à plus de 50 €. Ma mère est psycho, hein, je ne prends pas la pancarte pour défendre la profession, mais c'est un peu ça. Donc finalement, en fait, les 20% qui peuvent y accéder, c'est des petites villes. Mais la première consultation ne peut pas être une téléconsultation. Donc il y a des petits trucs comme ça qui manquent un petit peu de réel ou d'expérience, probablement parce qu'on a eu peur d'ouvrir la boîte de Pandore et qui est, à mon avis, un peu loupée. Et puis, toute la deuxième partie, c'est celle, est vraiment indispensable. Et là, il y a un momentum qu'il faut qu'on saisisse, parce que le système craque déjà. Hein. Moi, sur mes 11 internes, il y en a un seul qui veut rester à l'hôpital pour être universitaire, faire de la recherche. Les autres... Et c'est même pas le cliché de la fille qui veut 3 enfants, etc. Ils me disent, moi je me mets en libéral, en plus maintenant on a 40% de téléconsultation, je prendrai de la téléconsulte parce qu'en vrai, quelqu'un qui, de l'autre côté de l'écran, te dit, je suis suicidaire, bah, tu peux lui dire, bah, de toute façon je suis à distance, allez aux urgences. Mais vous avez vu ce qu'est aller aux urgences, attendre 7 heures, pas avoir de lit, etc. Et donc la chose dont il faut vraiment s'emparer, je pense, pour la suite, et la techno peut nous aider, mais elle vient simplement comme un étayage, comme un contrefort, c'est repenser la pluriprofessionnalité, la psychiatrie qui de temps en temps connaît 2-3 psychos dans son quartier ou en a dans le service, a un peu d'assistante sociale, il faut vraiment le renforcer. Il faut renforcer la ville hôpital. C'est indispensable ces outils de coordination aujourd'hui. On perd beaucoup de temps et nos patients se perdent dans des labyrinthes de délais qui sont assez insupportables. Et puis pour finir, je pense, ça c'est un vœu pieux, sortir la psychiatrie du médico-social. Aujourd'hui, on a des hôpitaux psychiatriques et des unités qui sont saturées de patients qui devraient être dans du moyen ou du long séjour. Il n'y a pas de problème d'avoir du handicap mental, physique, d'être socialement dépendant, etc. Mais ça ne doit pas se faire dans un CH ou en CHU. Et il faut recréer toutes ces structures d'aval pour que nous, on puisse respirer et reprendre les gens. Wow, merci Après, beaucoup. je suis gentil, merci pour ce passage en revue, on va dire 360, et on entend voilà, l'objectif d'essayer de décloisonner le plus possible, et on a bien entendu que l'État essaye, voilà, sur le DM numérique, d'être très fort et très en accompagnement quand même des solutions qui demandent beaucoup de financement. Et David le disait, on a besoin d'aller avoir des modèles et travailler jusqu'au bout de la chaîne pour que ces solutions puissent se déployer. Mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'il faut reprendre les choses à la base. Et la base,
aujourd'hui sur les solutions numériques qui quand même sont déployées et fonctionnent en France. Tu le mentionnais, Guillaume, la téléconsultation est quand même maintenant entrée dans les pratiques. Julie, du côté de chez Care, voilà, comment ça s'incarne la téléconsultation en psychiatrie, ou en santé mentale au sens large, est-ce que c'est quelque chose de particulier ? En fait, la téléconsultation, ça a été très rapidement un moyen dont les patients se sont appropriés, notamment en santé mentale, pour plein de raisons. La première des raisons, c'est l'accessibilité, parce qu'en fait, un des freins pour les patients qui ont des problèmes de santé mentale, qui ne savent pas forcément d'ailleurs à quel point ils en ont besoin, c'est de franchir le pas d'aller vers un psychologue, un psychiatre ou un professionnel de santé mentale au sens physique, c'est-à-dire prendre un rendez-vous, passer un seuil de porte où il y a marqué psychiatre, rentrer dans une salle d'attente qu'on appréhende d'être pleine de gens fous. Et le fait d'avoir un médecin, donc un professionnel reconnu et qui va prendre en charge sérieusement le patient et lui porter un diagnostic ou l'aider à avancer dans son enquête, c'est la téléconsultation. Et en plus, en plus de lever cette inhibition-là, ça lève aussi la distance. Contrairement à ce qu'on peut croire, la technologie rapproche dans cette situation particulière, puisque le médecin est quasiment en visite à domicile chez le patient, ce qui est très instructif en santé mentale, puisque l'environnement du patient traduit beaucoup d'informations que le patient n'est pas toujours capable de verbaliser. Et puis ça peut aussi accéder à des populations qui sont encore plus inhibées et qui sont même carrément bloquées chez eux. Et en fait, c'est une façon d'aller vers, on entend beaucoup parler, mais la téléconsultation par excellence, c'est l'aller vers. C'est-à-dire que le patient va facilement vers le médecin et le médecin va facilement vers le patient. Tout ça, ça permet de réduire des durées. Et on sait qu'en santé mentale, le seul marqueur prédictif de l'évolution d'une pathologie psychiatrique, c'est la durée entre le début des symptômes et le début de la prise en charge. Donc plus on va pouvoir agir sur cet espace-temps, plus on va réduire la charge financière, thérapeutique, la lourdeur, que ce soit à titre individuel, mais au niveau sociétal, de la prise en charge des pathologies en santé mentale. Donc effectivement, la téléconsultation, c'est la première appropriation du numérique pour la santé mentale par excellence. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir connecter des devices, prescrire des DTX, qui sont des traitements qui vont d'abord devoir franchir quelques freins psychologiques, parce que les patients déjà ont du mal à imaginer se faire prendre en charge. Donc si en plus ils doivent avoir un traitement, il faut qu'il y ait ces étapes impondérables. Maintenant, la vitesse avec laquelle les choses évoluent, c'est plutôt encourageant pour dire que c'est bientôt, quoi. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a une prise en main de ces outils côté patient et une facilité pour les patients, côté professionnel de santé et intégration dans le parcours global. Est-ce que c'est perçu de la même manière de votre côté ? Oui, tout à fait. Alors, on a aussi remarqué et ça a été dit à juste titre par Stéphane tout à l'heure, que les patients peut-être ont finalement moins d'appréhension à utiliser ces outils-là. Sur la partie téléconsultation, les professionnels s'en saisissent de plus en plus, et ça a été cité. Mais ce qui est ressorti des différents échanges aussi, c'est l'enjeu sur la formation des jeunes générations, dans les premiers cycles notamment, et de la formation continue. Pour les professionnels déjà installés à l'utilisation de ces outils. Et dans ce cadre-là, on a notamment un groupe de travail thématique dédié à ces questions et ces enjeux de formation à l'utilisation des outils, où la première thématique qui a ressorti dans le cadre des groupes de travail, c'était ce sujet de la téléconsultation, qui, bien que de plus en plus, alors on ne peut peut-être pas parler de démocratisation, mais en tout cas de plus en plus déployé dans les parcours de soins, pose la question finalement des bonnes pratiques, des recommandations d'usage et de l'utilisation de ces outils. Et de la même façon, pour pouvoir l'intégrer dans ces pratiques, ça pose aussi des questions aux concepteurs de ces solutions. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, l'État a créé une plateforme qui est un site internet, Genius, pour accompagner les entrepreneurs du numérique en santé et tous les innovateurs dans le domaine pour identifier, que ce soit les parcours d'accès au marché, on posait la question des modèles économiques et des parcours d'accès au marché et de l'intégration de certains outils comme la téléconsultation, mais ça peut aussi être des outils de télésurveillance médicale, des algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire la survenue de certains risques. Et donc, sur cette plateforme Genius, bientôt il y aura une section dédiée au numérique en santé mentale, parce qu'on a remarqué un besoin un peu plus spécifique, plus particulier sur ces outils, où le sujet et l'enjeu de la formation apparaîtra également par rapport aux différentes actions qui pourront être menées avec le groupe de travail. Merci beaucoup. Stéphane, tout à l'heure, vous parliez déjà de la formation spécifique au numérique, alors à l'appropriation du numérique au sens large et au numérique en santé. Comment on fait à la fois pour
accélérer cette acculturation au sujet numérique et comment on fait, de votre perspective, pour innover et mettre sur le marché des solutions qui soient les plus novatrices possibles et qui répondent aux enjeux de prise en main, en particulier des professionnels de santé. Alors je vais refaire merci pour cette question, une comparaison entre le cursus de mon fils, école d'ingénieur d'État, etc., et mes étudiants à la fac. Et on voit bien que toute cette dynamique d'acculturation, elle est intégrée dans le cursus. Je me souviens, il fait un truc qui s'appelle le Central Digital Lab. C'est une année où ils font des projets. Et on leur dit d'emblée, mais si vous n'avez pas un LinkedIn qui correspond à ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'avez pas votre place ici. Alors c'est une position un peu radicale, mais je trouvais qu'il est plongé directement dans toutes les problématiques qui allaient les concerner plus tard. Je tiens à dire que Stéphane n'a pas de LinkedIn. Hein. Oui, j'en ai pas, non, c'est vrai. Et donc, je voyais bien la différence avec nos étudiants. Et il y a vraiment plusieurs étapes. Déjà, comprendre ce qu'est cette boîte noire. Parce que si on ne la comprend pas, comment peut-on lui faire confiance? Parce qu'en fait, moi je dis qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux médecins, c'est un petit peu ce qu'on demanderait à quelqu'un qui serait dans une voiture autonome, les yeux bandés, dans le noir, et on lui dit « t'inquiète pas, ça va tout droit, il n'y aura pas d'accident ». Et finalement, l'incertitude que montre l'IA, qui est pourtant très faible, aux praticiens, c'est un équivalent. Les gens sont un peu aveugles. Donc il va falloir leur apprendre ce que c'est finalement la confiance qu'on peut avoir dans un résultat, qu'une probabilité, je répète, n'est pas une certitude, mais qu'on vit avec de l'incertitude et elle est plus ou moins grande, qu'il y a des étapes aussi dans le cursus. Il y a aussi comment travailler avec ces IA. Parce qu'on voit, moi si j'écris un article avec un assistant numérique, je travaille en amont sur mes mind maps, je fais les parties qui m'embêtent avec un GPT quelconque, et puis derrière, je repointe pour savoir si ça me convient ou pas. Un jeune, aujourd'hui, il clique, il fait un copier-coller comme on le faisait, faisaient nos enfants avec Wikipédia au début sur les résumés. Donc il y a vraiment toute une pensée à avoir, et à mon sens, si on a intégré, ça va devenir plus naturel. Pourquoi ça marche dans certains cursus et pas dans celui de ceux qui sont les usagers principaux, d'autant que c'est une révolution. Donc moi, je pense qu'il y a ces éléments-là, et après, une fois qu'on comprendra mieux comment fonctionne un outil, et que la science, c'est pas un pouce ou un like, hein, c'est ça aussi le grand problème, comme on disait dans l'évaluation, les acteurs de santé vont s'approprier. Je pense aussi, on l'a évoqué avec les patients, et c'est une expérience personnelle où j'avais fait une intervention pour l'UNAFAM au ministère il y a quelques années, pensant que j'allais être reçu moyennement avec des outils de surveillance. On travaille sur le phénotypage numérique, donc comment des marqueurs, on peut faire une signature numérique des pathologies par des mesures répétées, GPS, etc. Je me dis, je vais me faire allumer. Et en fait, les gens se lèvent, m'applaudissent, viennent me voir. Tout le monde voulait faire partie des études qui n'existaient pas encore. Et donc, je m'étais dit, il y a vraiment un gap déjà dans nos croyances aussi. Et si on change notre vision, nos croyances, on va changer aussi une part de la réalité, sans rentrer dans les approches quantiques des croyances. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment ce boulot à faire dès la première année jusqu'à la 6e, et encore si affinité. Je me permets une question subsidiaire. Ce que j'entends, c'est qu'on a parmi les professionnels de santé des gens comme vous, Oui. qui sont à l'avant-garde et pratiquent et développent des outils, et à vous entendre tous et toutes, une partie des professionnels de santé, une grande partie des professionnels de santé qui ne sont pas acculturés et qui vont constituer un frein finalement au déploiement. David parlait de l'enjeu d'accès au marché. De votre perception, quelle est la proportion aujourd'hui de médecins, psychiatres, psychologues qui ont une appétence et qui peuvent y aller, et qui se disent on a envie d'y aller, on a envie de prescrire des DTX, on a envie de déployer des solutions, on a envie d'incorporer l'IA dans nos pratiques? Si je réponds rapidement, on avait publié, donc on a fait une étude qualiquantier avec le LASA, qui est un laboratoire sociologie d'anthropologie du travail. On avait à peu près 20% de profils. Alors ce qui ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas dedans soient nuls, bêtes et quoi que ce soit. C'est une question aussi d'orientation, il y a des gens qui ne travaillent pas avec. Mais on avait 20% de profils un peu comme, par exemple, les nôtres, oui, on est médecin, en CHU, plutôt dans des pratiques intégratives ayant fait de la neurobiologie et des neurosciences. Et puis on a à peu près 40-50% de personnes qui sont entre les deux. Et dans les deux, ce sont des gens qui attendent un peu de voir, qui ne sont pas contre, mais qui se disent « bon, je ne suis pas attiré par la recherche ». Et les réticents. Mais ce qui nous avait plus frappé, dans les réticents, on avait beaucoup de gens de la corporation de la psychiatrie infanto-juvénile, parce que la prédiction, c'est compliqué, parce que le lien... Et à chaque fois que je suis en interaction et que j'ai confié avec quelqu'un, c'est quelqu'un généralement qui travaille autour de ces thématiques. Le médico-légal et, moi, ce qui m'avait frappé, les internes. C'est-à-dire les digital natives, les mecs qui sont collés à leur réseau du matin au soir, que si ils ne répondent pas, ils font un infarctus, et bien eux étaient contre. Même pas, j'attends, contre.
Et en même temps, la conclusion, c'était il manque la formation. Et dès qu'on les acculture, ils sont plus contre. Donc voilà à peu près. On va répliquer l'étude cette année, donc pour ce, il faut vraiment diffuser, et on espère que ça augmente un petit peu, mais je ne m'attends pas à des choses transcendantes. Peut-être que la partie intermédiaire soit juste un petit peu plus sensible à la connaissance. Et on avait ensemble lancé une étude d'acceptabilité Exactement. aussi. Et on avait quand même près de 20% des praticiens qui étaient prêts à prescrire des thérapies numériques. Donc voilà, 20%, on commence à être dans une proportion de early adopters sur laquelle on peut faire quelque chose. David, est-ce que c'est le même ressenti du côté du collectif Mental Tech? Est-ce que j'entends qu'il y a il y a les réfractaires. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer déjà les plus motivés et comment est-ce qu'on développe des solutions avec eux? Alors c'est une question qui nous intéresse, et particulièrement sur cette année 2025, sur laquelle on souhaite mener une étude d'usage, s'intéresser finalement à ces prescriptions, ces usages pour les professionnels de santé et les patients aux usagers. Donc c'est une vraie question en réalité, puisque ça permet de monitorer et de prendre des décisions sur comment craquer le marché, puisqu'on est fondamentalement tous convaincus qu'à un moment donné, l'innovation, maintenant, elle fait partie intégrante de la pratique médicale et paramédicale. Donc encore faut-il comprendre la psychologie des gens. Et finalement, cette distribution gaussienne de l'adoption du changement a toujours été, quelles que soient les thématiques, les sujets, sur 5-10% d'early adopters, la majorité pour, l'immense majorité contre et les réfractaires. Et ça, peu importe le modèle, c'est pas propre à la santé, c'est propre en fait au changement. Darwin disait que la force de l'homme, c'est la capacité à s'adapter dans un état de stress. Le stress, il faut simplement le retraduire par la notion d'adopter des nouvelles technologies et de devoir s'adapter à cette technologie-là dans sa pratique. Évidemment que le psychiatre, le professionnel de santé, voit toujours l'innovation comme une défiance sur ce qu'il est et pour lequel il est reconnu en tant qu'expert de la thématique. Donc si ça vient me remplacer ou me perturber, forcément ça génère du stress et cette difficulté d'adaptation. Un peu dans les grandes lignes. Mais je pense qu'il y a un sous-jacent qui est quand même majeur, c'est le fait que, globalement, il n'y ait pas de consensus aujourd'hui en France sur les données fondamentales et scientifiques. Quand on voit des courants psychanalytiques, je voulais faire plaisir un petit peu à Stéphane, mais globalement, le fond du sujet, et ce qui fait mal à la psychiatrie aujourd'hui, c'est la discordance sur la connaissance. Et donc, plus il y a d'effritement sur, finalement, c'est quoi la guideline sur lequel on s'entend, on peut parler de changement. Mais si chacun voit par son prisme, par sa définition des choses, ça va dans tous les sens. Et puis, tout le monde retire un peu la couverture sur lui en disant, tu vois, t'as tort, les gens ne veulent pas. Et donc, la problématique de l'adoption repose sur un sous-jacent, à mon sens, scientifique. C'est de se dire, OK, on fait consensus sur quoi? Et sur ce quoi, finalement, on va avancer et intégrer l'innovation. Nous, en tant que collectif, on se base globalement sur la science. La grosse problématique, à mon sens, qui n'est plus vraiment médicale, mais plutôt de la prévention primaire, c'est qu'une grande partie de ces pathologies, aujourd'hui, pourraient être évitées si, effectivement, les comportements des usagers étaient, comme le disait d'ailleurs Guillaume, vertueux. Donc le sommeil, l'alimentation, le sport, la vie sociale, etc. Là-dessus, derrière, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc la vraie problématique pour l'entrepreneuriat est agir et craquer les problématiques de santé mentale. On voit l'évidence. Donc scientifiquement aujourd'hui, on a des données probantes pour dire oui, il faut agir là-dessus. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc avant même de se poser la question de l'usage, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il y a une réalité de marché? Si oui, on y va. Sur les sujets médicaux, je pense qu'il y a une problématique de consensus scientifique. Et sur les sujets d'ordre environnementaux, qui sont probablement le gros sujet pour réduire la pression que tu disais, Guillaume, sur nos établissements, c'est agir en prévention primaire. La réalité de terrain, c'est qu'aujourd'hui, personne ne paye. Alors moi, pour continuer, j'allais dire, on a bien fait le constat de tout ce qui existait. Et si on pouvait essayer d'avoir des solutions, quelles seraient les solutions que vous apporteriez? Alors je vais peut-être commencer, je ne sais pas, Julie, s'il y avait des solutions, Lynn, quelles seraient les solutions, sans avoir la baguette magique, que vous proposeriez? Alors, je crois qu'il y a un des écueils auxquels les professionnels de santé et les patients sont confrontés en ce moment, c'est l'interopérabilité des solutions. Et s'il y a un aspect sur lequel il faudrait vraiment que rapidement ça avance, c'est cette interopérabilité. C'est-à-dire qu'un psychiatre qui voit un patient qui est suivi par un médecin en ville et un psychologue, il ne peut pas aujourd'hui, plus il a peut-être un compagnon numérique et éventuellement, il ne peut pas avoir toutes ces informations centralisées sur sa même base qu'il a à l'hôpital, il ne peut pas la transporter lorsqu'il est au cabinet. Cette interopérabilité, cette agilité manque, alors que le produit lui-même, le numérique lui-même est d'une grande agilité. Donc ça freine en fait, c'est l'espèce de goulot d'étranglement.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je crois, quand on parlait de formation tout à l'heure, c'est pour bien former les gens à la prescription numérique, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font et il faut qu'ils croient en ce qu'ils font. C'est-à-dire que les DTX, c'est vachement bien, mais en fait, les gens ne sont pas forcément informés des études, des effets que ça fait, ne sont pas forcément informés en comparaison avec les produits existants. Les Français sont les plus grands consommateurs de psychotropes et de substances psychoactives. Il faut absolument leur montrer qu'il y a d'autres façons de traiter les pathologies de santé mentale avec des produits qui ne sont pas des produits qu'on ingère ou qu'on absorbe et qui sont peut-être encore un peu balbutiants, mais qui ont déjà fait quelques preuves d'efficacité. Et ça, pour ça, il faut diffuser l'information. Donc pour une meilleure acceptabilité et une meilleure mise en œuvre de ces prescriptions, donc acceptabilité côté patient également et mise en œuvre côté praticien, il faut que ce soit diffusé, il faut qu'il y ait de l'information qui circule et que les études soient montrées et qu'elles soient évidemment fiables. Peut-être pour appuyer donc, cet enjeu de sensibilisation, c'est un point sur lequel on se rejoint également tout à fait, c'est la possibilité à la fois de démontrer les bénéfices qui peuvent être attendus, mais aussi d'être transparente vis-à-vis des risques potentiels. Souvent, on oublie que le numérique peut comporter une part de risque. L'idée, c'est pas de le cacher. Si on utilise un algorithme d'IA, souvent les études, et il a été démontré par une étude de l'OMS qui évaluait les outils d'IA utilisés en santé mentale, principalement dans les troubles anxio-dépressifs et les troubles de la schizophrénie, qu'il y avait un manque de robustesse de ces études, mais aussi un manque d'informations relatif à l'usage de ces outils sur le versant innocuité, puisqu'un outil d'IA qui crée un délai de diagnostic, souvent on occulte, mais ça peut provoquer justement encore plus de problèmes de santé, allonger les parcours de soins, voire avoir des conséquences graves sur les patients. Donc cette question en tout cas de sensibilisation à la fois aux bénéfices mais aussi aux risques, ça peut permettre aussi d'accroître la confiance. On parlait de ces outils numériques de confiance, d'accroître la confiance puisqu'on a cette transparence vis-à-vis de l'utilisateur et de l'usager. Sur lequel je pense qu'on peut avoir, en tout cas on a une marge de manœuvre pour travailler sur ces sujets et ces enjeux. Et puis le deuxième point, c'est celui de la question qui a été remontée précédemment avec David sur cette question de l'accès au marché, c'est d'aller dès le départ inclure les financeurs, les évaluateurs, dans la boucle d'évaluation des expérimentations peut-être, mais pour le passage à l'échelle dans une deuxième étape, et donc de trouver des modèles économiques qui soient plus pérennes pour ces solutions qui existent déjà tout court. Donc ces enjeux justement de générer des preuves pour derrière créer un financement qui devienne pérenne et qui permettent la mise à disposition, c'est ça la finalité en fait, c'est de mettre à disposition une solution qui réponde à un besoin pour répondre aux thématiques et aux enjeux qui sont remontés des utilisateurs. Donc voilà, sur cette question de l'accès au marché qui est primordiale et que j'appuie également. Oui. Merci beaucoup. On avance dans l'atelier, on va se laisser un temps pour les questions en fin d'atelier, mais avant ça, j'aimerais peut-être que chacun d'entre vous puisse donner un ou deux exemples d'actions concrètes qui font avancer le schmilblick, parce qu'on a bien compris que c'était quelque chose qui était assez complexe, très embriqué, et qu'il fallait mettre les choses dans le bon ordre. Maintenant, les initiatives se portent comme elles peuvent, mais vous êtes des acteurs de terrain. Guillaume, par exemple, sur The Sleep Initiative, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je vais quand même dire juste une phrase sur ce qui est avant. Moi, franchement, ce qui a blasté le plus ma pratique, et je pense du coup les consultations que je fais pour mes patients sur les 2 dernières années, c'est les LLM. Nabla, Doctolib, et il y en a 500 qui vous permettent de faire des comptes rendus. Parce que l'air de rien, je discute avec mes patients en les regardant. Le LLM n'oublie rien. Parce que moi, sinon, à la fin, je suis à la bourre, je note 3 mots, et puis je dis, tiens, ça va mieux, le deuil de votre mère, mais ma mère n'est pas morte. Et je me dis, merde, c'était pas le bon patient dans le dossier. Non, mais ça nous arrive, en fait. Et c'est vraiment le truc, je trouve, qui, moi, m'a le plus apaisé, et a probablement le plus apaisé mes patients dans la qualité du soin. Et je ne pense pas que les internes soient contre la télésurveillance, mais je pense surtout qu'ils sont comme nous tous. Ils ne veulent pas être le responsable d'une tour de contrôle, d'un chaos aérien, parce que savoir que Robert, qui est alcoolique depuis 13 ans, il a rechuté ce week-end, il va aller aux urgences. Mathilde, elle est anorexique, elle a encore eu des soucis ce week-end, elle va aller aux urgences. On a des listes d'attente à 6 mois. Faire de la télésurveillance demain pour savoir que le système est embouteillé à perte de vue, et finalement, on le sait déjà. Donc voilà, moi je pense que dans les DTX, il y a beaucoup de solutions à faire, et que, sincèrement, les choses qui marchent très bien, c'est de la recommandation orale. Mon PU, il a adopté Nabla,
il m'a vu faire une consulte, il m'a dit c'est quoi ça, il m'a volé mon micro, il a toujours Nabla de branché, il s'est pris un compte, etc. Donc quand ça marche vraiment, la tradition d'oralité marche très bien en médecine, et je suis convaincu que ça ira. Le vrai problème qu'on a, et vous avez commencé là-dessus, c'est que le remboursement des digital therapeutics en France est famélique, pour ne pas dire néant actuellement, et qu'il est temps de passer la seconde, parce qu'on reste dans un discours qui concrètement épuise quand même sur le terrain. Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a... C'était plus d'une phrase. Ouais. Bon, et on commence à avoir des questions qui arrivent aussi en ligne, donc on les prendra après. Stéphane, deux actions qui permettent de faire avancer le sujet? Alors, moi, dans les actions, c'est plutôt vraiment ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toutes les interactions que j'ai et les communications. Et souvent, on me dit monsieur, vous êtes un capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps que vous gagnez, vous allez travailler plus. Alors, ça aurait pu être quelque chose qui m'est arrivé souvent, sauf que je dis que depuis que j'ai intégré l'IA dans mon environnement professionnel, voire personnel, je refais 2 heures de musique par jour. Et les gens disent mais quel est le rapport ? Voilà, je suis 10 fois moins stressé. J'ai une manière d'appréhender les choses très différentes. Et le temps que j'ai, c'est un temps que je redonne plus facilement aux patients. Ça, c'est pour parler du lien. Parce que souvent, on me dit, ouais, toi, tu es un technophile. Moi, ce qui compte, c'est que je vois les patients. Comme si je voyais personne. Je dirige un service, j'ai des lits, je fais des gardes et compagnie. Et peut-être le deuxième point, c'est du petit test incrémentiel. C'est-à-dire que j'ai commencé à montrer à mes patients l'intérêt de la mesure et la mesure raisonnée. Parce que comme disait Sir William Thomson, alors ça dit rien aux gens, mais quand on dit Kelvin, fait, ah ouais, ne s'améliore que ce qui se mesure. Et je leur dis, mettez-vous un podomètre, un agenda du sommeil et petit bambou ou autre, vous aurez déjà une grosse partie du numérique, ce que ça peut vous offrir. Et à partir de là, on va commencer à causer. Merci beaucoup. Je crois que plus personne n'a de son. Merci beaucoup. C'est la censure. Pour les bons conseils. Julie. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du son. Vraiment, Mais en l'occurrence, ouais, il y a deux aspects. bon. Il y a 2 aspects. Le premier, c'est effectivement que nous, on a fait une étude chez CARE montrant pour une enquête auprès des médecins qui pratiquent la téléconsultation. C'est toujours une partie parfaitement anecdotique par rapport à leur pratique présentielle, grâce aux 20% et maintenant aux 40%. Mais il y en a beaucoup qui nous disaient que ça leur permettait de mieux gérer leur temps. C'est un peu comme l'IA. Ça leur permettait aussi de mieux se sentir dans une maîtrise et un contrôle de leur temps. Et il y en a même une qui nous a dit qu'elle avait évité le burn-out grâce à la pratique de la téléconsultation. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas seulement un avantage pour les patients, c'est aussi un avantage pour les soignants. Et en cette période de tension extrême sur le système de santé, notamment santé mentale, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Et l'autre chose m'a échappé, bon, ça me reviendra. J'avais un deuxième point. En attendant que ça revienne à Julie. Ça reviendra. De façon très concrète, au sein du collectif, c'est de travailler sur des sujets de fond sociétaux. Je pense que notre rapport sur l'IA en santé mentale est un rapport qui est structurant pour comprendre finalement les usages, les points de vigilance, mais il y a aussi les opportunités. Ça nous a permis vraiment de fédérer notre communauté, nos partenaires. On a fait une super restitution sur une matinale chez Harmonie Mutuelle qui a été hyper appréciée avec beaucoup de communication presse. Il y a un enjeu à évangéliser aussi les chroniqueurs, la presse qui racontent absolument tout et n'importe quoi sur le sujet de l'IA et de la santé mentale. Et on a une mission sur 2025 justement d'évangéliser ces sujets pour que lorsque vous lisez un article dans les journaux, on ne vous raconte pas ce que finalement le journaliste a envie de raconter et plutôt les aspects réels, tangibles et concrets. Donc ça, franchement, je pense que c'est important pour notre collectif de redéfinir les concepts, de parler des sujets de la bonne façon et que ça soit bien traduit dans ce que vous lisez vous au quotidien, parce qu'il y a énormément de croyances qui sont amplifiées. Et aujourd'hui, tous les articles qui commencent par « il s'est suicidé parce que ci, parce que là », tout ce qu'on veut finalement dans votre comportement, c'est que vous lisiez l'article et que ça vous interpelle. Et malheureusement, il y a une vraie différence entre le contenu réel de la situation et le marketing qu'on va vous en faire sur la presse. Donc ça, pour ça, c'est des engagements qu'on a portés sur 2024 et qu'on portera encore sur 2025, en tout cas en tant que collectif Mental Tech. D'accord. Et puis merci pour votre engagement. Julie, est-ce que c'est le temps pour Non, c'est parti. Désolée. Demain, ça. Ça reviendra, c'est ça. Lynn, voilà, sur le grand défi et au-delà du grand défi, peut-être une ou deux actions que ceux qui nous écoutent là peuvent mettre en œuvre. Tout à fait. Alors peut-être sur
beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais une action donc, dans le cadre de ce grand défi, mais qui est menée avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je suis chair d'un comité dédié au Digital and Mental Health, et il a été choisi de travailler de façon assez fédérée avec les autres États membres sur le fait de prendre soin de la santé mentale de nos soignants. Et j'ai noté que l'utilisation de l'intelligence artificielle, des outils tels que Nabla, permet justement de réduire cette charge, c'est ce qui a été dit. La question là, ici, c'est de savoir aussi comment est-ce qu'on peut accompagner dans ce changement de pratique et réduire la charge mentale que peut subir nos soignants, alors que ce soit dû à des outils numériques ou à l'ensemble des éléments et des facteurs existants. Et donc je pense que ça, c'est un point aussi qui est très important. Donc on a plusieurs focus. Le focus sur la santé mentale des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et celui sur le fait de pouvoir prendre en charge aussi et prendre soin de nos soignants, qui sont donc ces deux axes importants. Et dans le cadre du grand défi, le deuxième volet également, c'est sur la suite de l'appel à projet avec la relève numéro 2 en septembre prochain pour les futurs porteurs de projets qui sera relancé, et on l'espère avec de beaux projets qu'on pourra suivre dans la suite de ce grand défi. On va laisser peut-être... Vous avez certainement des questions, on en reçoit de ceux qui sont à distance. Mais... Le flashback. Pardon, ça y est. Non, il y avait un sujet, c'est autour de l'adaptation de la technologie aux règles qui sont aujourd'hui celles du présentiel. C'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer un 42 dans un 36 en demandant à la téléconsultation par excellence de faire quelque chose qui est en fait beaucoup moindre que ce qu'elle est capable de faire. On nous demande notamment de nous ancrer dans un parcours de territorialité, ce qui a beaucoup de rationnel. Pour autant, lorsqu'on a un désert médical, si les ressources sont manquantes, les ressources sont manquantes. Et en fait, le principe de la téléconsultation, comme on l'exerce chez CARE sur toute la France, on va chercher des ressources là où elles existent et on va les donner accès à ceux qui n'en ont pas, à ces ressources qui existent. Et donc, c'est simple pour le médecin, puisque de toute façon, lui, il ne change pas son environnement. Et c'est simple pour le patient, puisque cet accès est facilité en termes de délai. Et ce qui nous est opposé, c'est quelque chose qui est très réfléchi comme territorial, c'est-à-dire on ne connaît pas l'environnement. Mais en fait, l'environnement du patient, d'abord le patient le connaît, mais en plus, il y a des moyens technologiques de faire connaître l'environnement qui est autour du patient au médecin qui va le prendre en charge. Donc en fait, il y a des tas de freins qui sont parce qu'on essaye d'appliquer des règles du présentiel à de la technologie qui n'en est plus du tout à ce niveau-là. On est bien au-dessus. Voilà. Désolée. Merci. Et effectivement, le point est particulièrement parlant sur cet écart qu'on peut mesurer entre des réflexes antérieurs et le besoin de s'adapter à ce monde nouveau. On va prendre des questions. On en a une en ligne. Est-ce que la salle a des questions? Je vois une main qui se lève là. Micro. On va vous apporter un micro. Je vais vous passer le mien en attendant. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup pour toute la discussion. Ce que vous disiez tout à l'heure sur les internes, ça m'a interpellée parce que du coup, en fait, moi j'ai un peu une certaine défiance du fait de se dire qu'on pourrait être manipulé par une algo ou par justement une application qui pourrait changer nos comportements. Et je pense que c'était le sujet éthique. Et du coup, il y avait deux questions en lien. C'était comment est-ce qu'en fait... quelle est la proportion de patients qui sont vraiment intéressés par ce genre d'application? Et au-delà de patients, peut-être d'autres types de populations qui aujourd'hui peut-être se découvrent potentiellement patients d'applications avec les recos sur les apps Insta et compagnie qui poussent des contenus parfois. Ah, ça s'est éteint. Ma deuxième question, c'était du coup, comment est-ce qu'on peut garantir justement l'éthique des applications qui sont lancées pour justement que les patients s'assurent qu'ils ne sont pas potentiellement tombés sur une mauvaise application. Ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'elle soit validée. Du coup, il faut accélérer cette validation. Mais est-ce qu'on pourrait interdire aussi des applications qui sont aujourd'hui peut-être disponibles et non régulées? Je peux commencer, puis on va enchaîner. Sur ces enjeux-là, d'ailleurs, dans l'appel à projet, ce qui n'apparaît pas dans tous les appels à projet, donc qui est opéré par BPI France, sur cet appel à projet spécifiquement, on a dédié un critère avec un paragraphe dédié sur le critère éthique, avec cette notion de prendre en compte dès le départ les éléments éthiques, que ça vienne des professionnels de santé, internes ou autres, mais aussi des patients. Et donc inclure les patients dès le départ dans le développement de ces applications, telles que aussi les professionnels, ça c'est un premier point qui est prépondérant, ça se fait de plus en plus, d'ailleurs les concepteurs de solutions le font de plus en plus, mais ce n'est pas systématique, et ça c'est un premier élément qui permet aussi de prendre en compte les enjeux éthiques sur ces sujets. L'autre point, c'est sur les sujets de confiance dont on parlait, ces outils numériques et ces IA dignes de confiance, où on a 3 critères
dans le cadre du règlement européen de l'IA qui a été promulgué en juillet dernier, donc juillet 2024, qui est celui de le rendre licite, donc légal. Donc déjà, la question de la légalité de ces outils, avec la mise en application du règlement IA, mais même avant, fait que ces outils-là pourraient être interdits. Ils feront partie de la catégorie d'outils de systèmes, donc on appelle les systèmes d'intelligence artificielle à usage interdit. Donc ça, c'est un élément qui va être pris en compte. Et la liste positive va être, en tout cas, est en cours de discussion avec la Commission européenne et devra être annoncée dans les prochains mois. Et on espère que dedans apparaîtront bien sûr des listes d'usages interdits dans lesquelles certaines applications pourraient être interdites. Ça, c'est peut-être ce deuxième point sur le versant réglementaire. Et puis la question sur ces IA dignes de conscience, sur le côté licite, il y a aussi le côté éthique dedans, qu'on vous citiez, et le côté derrière qui est aussi prépondérant, qui est celui de la robustesse, non seulement technique de l'outil, mais aussi sociale et sociétale. Et ça inclut ces notions et ces composantes. Et dans le cadre du grand défi, on a un groupe de travail dédié qui se structure sur ces enjeux de l'éthique dans le numérique en santé mentale et qui est en train de constituer justement un livrable. Alors, on n'a pas encore le format définitif, mais sur lequel on s'appuie sur des expérimentations et des outils déjà existants pour essayer d'analyser comment est-ce qu'on intègre l'éthique by design, en quelque sorte, donc l'éthique dès les phases de conception jusqu'aux phases de mise sur le marché et derrière de suivi et de monitoring, puisque ces algorithmes pourront peut-être à terme, ce n'est pas le cas pour l'instant, être évolutifs. Donc la question du suivi et du monitoring dans le temps est aussi très importante. Donc en tout cas, ça, c'est quelques éléments et pistes sur lesquels on travaille actuellement. Merci beaucoup. Guillaume? Ouais, le sujet de la qualité des outils, c'est un sujet récurrent. La réalité, c'est qu'il y a quelques outils bien faits, dotés de financement, avec des équipes qui sont connues et reconnues. Globalement, les autres ne sont pas utilisés ou peu utilisés et pas vraiment iatrogènes. Au pire, vous avez très vite la sensation de perdre du temps, que ça va nulle part et puis vous passez à autre chose. Mais, et pour revenir sur ma spécialité aujourd'hui, qui est le sommeil, nous, parce qu'on parlait des business models, on a lancé une association qui s'appelle The Sleep Initiative pour répondre justement à des outils très simples. C'est quasiment du no-code, etc. C'est pas rocket science, mais c'est toujours pareil. En gros, Doctolib, la prise de rendez-vous, ça marche bien. Logiciel métier, la e-prescription, ça marche bien. S'il y a de la télésurveillance dans votre spécialité, ça marche bien. Mais alors, au milieu, faire des questionnaires patients, faire de l'adressage territorial à un ou une psychologue de l'insomnie, etc., bah, ça vous prend 2 fois plus de temps que le reste de la consultation. Et on a voulu disrupter ça. Et en fait, on fait un truc très simple, c'est qu'on fournit que des outils aux pros qui, eux, les poussent aux patients. Mais comme ils sont déjà eux-mêmes utilisateurs de ce serveur de SMS unidirectionnel, parce que s'il était bidirectionnel, personne l'utiliserait, les patients se mettraient à te répondre, bah, eux, ils se mettent à passer de l'information dessus. Doctolib le fait, mais le but, c'était d'offrir une alternative. Et pareil pour l'adressage, c'est parce que les médecins généralistes et les psychologues commencent à rentrer sur l'outil, qu'ils envoient des agendas de sommeil numériques à travers ces outils. Mais si vous voulez un papier, il y a une fonction dégradée qui permet. Et moi, en consulte, honnêtement, je présente les deux. Et si les gens n'ont pas envie de passer sur une app, il n'y a aucun souci. Le but, c'est que les deux coexistent et que nous, on soit convaincus de l'outil qu'on a poussé. Et un sujet très simple qu'on pousse, encore une fois avec Mentaltech, c'est la numérico-vigilance, comme la pharmacovigilance, c'est-à-dire de permettre à une solution, à un prescripteur ou à un usager de remonter à un effet indésirable. C'est des choses toutes bêtes, mais qui aujourd'hui, dans le cadre du numérique, n'ont pas véritablement, je dirais, de domaine applicatif et qui permettrait d'avoir un observatoire de la connaissance, capacité à effectivement regarder les récurrences de mes usages ou d'effets secondaires relatifs au DTX ou aux usages du numérique en santé mentale en général. Oui, allez-y. Bonjour, moi j'avais une question. Je travaille pour un assureur public. Nous, on se rend compte que dans le domaine de la santé mentale, énormément de nos membres ont des problèmes qu'on appelle de type orientation. Donc, je ne vais pas bien, je ne sais pas chez qui aller, je vais chez le psychiatre parce que je me dis que comme il est médecin, il est mieux qu'un psy, etc. Mais il me voit longtemps et il ne sait pas me prendre en consulte. Donc, on a plein de problèmes avec énormément de ce qu'on perçoit être une forme de gâchis d'orientation. Et donc, une question qu'on se pose par rapport à l'usage des nouvelles technologies d'IA, c'est est-ce que selon vous, en l'état, est-ce que déjà il existe des outils qui pourraient permettre de digitaliser cette phase d'orientation de, en fait, j'ai un problème, l'outil va évaluer les risques, orienter vers les acteurs les plus indiqués, et quoi qu'il en soit, que ça existe ou que ce soit à développer, quels sont les garde-fous qui doivent, selon vous, être présentes ou quels sont les éléments auxquels il faut porter attention dans ce genre de dispositif pour limiter le risque de passer à côté d'un cas grave ou d'avoir une prise en charge qui ne se passe pas bien.
peux répondre. Enfin, il existe des sociétés qui se sont positionnées comme ça pour faciliter l'adressage avec très rapidement des rendez-vous. Par exemple, ma semaine, c'est 20 copains de copains pour le beau-frère du voisin qui me demandent de voir quelqu'un. J'ai vu cette année, je totalisais la plus grosse consul du service et j'ai des délais véritables à 3 mois. Et en même temps, à chaque fois que je prends des gens en plus, c'est sur mon temps, donc sur mon stress et donc sur ma qualité de vie. Donc comment faire ? Eh bien, il y a des groupements qui font ça et qui proposent des évaluations, alors qui sont l'équivalent d'échelles psychométriques, qui vont capturer une part de la subjectivité de l'individu, pour mettre des seuils et essayer de trouver l'adressage le plus rapide, avec même des mots-clés. Donc, il y a quelque chose de ce registre-là. Maintenant, c'est basé sur de la transformation de filières classiques de soins en compactage numérique. La confiance, elle est dans les outils qu'on utilise déjà, les praticiens qui sont diplômés, mais est-ce qu'on a des outils complètement autonomes aujourd'hui qui sont capables de dire « va là-bas » Je ne sais pas. Moi, l'analogie que je ferai, je conclue là ma phrase, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le film Elysium, où en fait on voit un type, il se met dans une machine, ça fait l'aller-retour, on lui dit « t'as un lymphome » et puis ça repart dans l'autre sens, il est guéri. Et à l'inverse, vous avez Idiocratie, où le mec qui rentre dans l'hôpital, il y a des gens un peu débiles, et avec des pictogrammes, et à la fin, c'est n'importe quoi. Donc la vraie solution, c'est dans les outils, sont-ils véritablement calibrés pour pas être Idiocratie et les autres. Donc on en revient toujours un peu à la même histoire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils validés, qu'on va agréger avec un niveau de confiance qui est celui qui peut donner, et qu'on lui accorde. Il y a un sujet de fond aussi, encore une fois, pour remettre une couche sur la notion de connaissance et de risque. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un pic fébrile avec une hypertension, une hypotension, à vous orienter assez rapidement avec des guidelines sur c'est urgent ou pas, ou critique ou pas. En santé mentale, je caricature, mais c'est vrai, ça dépend du lieu. encore avec un médecin du travail qui me disait, franchement, mon diagnostic d'épuisement pro, je le fais un peu au feeling. Mais parce qu'il n'y a même pas de définition consensuelle aujourd'hui pour arbitrer un épuisement pro. Où va-t-on lorsqu'on veut débrouiller et comment communiquer de façon intelligible à la population générale qui, a priori, n'y connaît rien en santé mentale ou pas grand-chose, son parcours avec une techno qui prendrait la responsabilité de le faire ? Ouais, c'est tout le problème des 19% de population dépressive qui ont été dans tous les médias il y a 2 semaines avec une PHQ 8 ou une PHQ 9. Mais on sait que des gens s'hyper-évaluent, d'autres vont dire « Oh non, ça fait quand même pas 2 semaines que je suis déprimé. » Et puis c'est quoi la différence entre la dépression et la tristesse, etc. Donc comment sur 8 items on peut faire ? Aux États-Unis, il y en a plein, des screenings, ça s'appelle des triaging tools, et ça vous permet en gros de dire s'il faut aller rapidement sur des outils. Mais parce qu'ils ont un problème un peu moins, que nous on n'a pas, c'est comme la régulation, c'est l'argent. Il y a plus de solutions d'aval. Aujourd'hui, si la moitié d'entre vous, je vous dis il faut aller chez le psychiatre, vous avez peut-être lancé Doctolib ou un autre logiciel, vous allez tous être reçus en mars. C'est très bien qu'on vous y pousse si vous avez besoin, mais globalement, on ne fait que pousser de la pression dans le bas de l'entonnoir. Moi, à titre personnel, je pense et je me dis que les outils numériques, c'est le nouveau stéthoscope. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en psychométrie et évaluation, ça va être remplacé par de la mesure objective. On a même publié un article qui est un modèle supposé que les biais cognitifs que l'on a en tant que soignant et même patient, c'est-à-dire que vous dormez bien en ce moment. Moi, je vais interroger mes 3 dernières nuits. Toi, tu vas interroger tes 3 dernières nuits. Et moi, je vais dire bien, alors que peut-être la semaine dernière, j'ai peu dormi. Et simplement, on va prendre des décisions sur un biais de disponibilité. Ces outils sont là pour nous apporter des données objectives mesurées qui vont être plus puissantes que des échelles subjectives de type PHQ-9. On vous pose des questions. Donc aujourd'hui, pour répondre et conclure, c'est un petit peu vrai que c'est compliqué, mais on utilise encore des outils qui sont ceux des décennies passées. Moi, je crois vraiment que dans le futur, on va avoir des outils qui vont, sur quelques jours, arriver à donner l'orientation de manière objective. Mais attends, pour rebondir sur ce que tu dis et reprendre la question de monsieur, ça dépend si on parle de primo-diagnostic ou de suivi. En primo-diagnostic, probablement qu'il faudra, pour une bonne partie des choses, et encore je me critiquerai peut-être dans quelques années, passer par un médecin. Mais il y a plein de choses qu'on n'utilise pas du tout assez en France. La pérédance, donc le fait que d'autres patients bipolaires en rémission puissent venir vous parler. Mais ça marche dans la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire et beaucoup d'autres choses. Le case management, tout le monde voit ce que c'est le case management ? Non, ok. Le case management, c'est par exemple... Si vous arrivez chez Stéphane, je suis on va dire un jeune schizophrène, j'ai fumé beaucoup trop de shit, et Stéphane me prend en hospitalisation, et puis il va me dire, je te présente l'équipe de soins, et parmi les infirmiers et infirmières, certains
à des moments de la semaine, leur rôle, c'est de faire un peu du pilotage à distance, comme de la conciergerie téléphonique, si vous voulez, qui est de dire, Guillaume, est-ce que ça va? Tiens, dans le contrat de soins, on avait dit que si on n'avait pas tes nouvelles pendant une semaine, on avait le droit d'appeler ton meilleur pote, savoir si tu vas à la fac. Et ton meilleur pote, il nous a dit, tu viens pas à la fac. Donc, nous, on n'a pas de news. Est-ce que tu prends encore le traitement et tout? Et dans certains cas, les équipes de case management ont même des véhicules de fonction. Et elles peuvent vous dire, David pourrait dire, allez, viens Guillaume, on s'en fout que tu sois pas douché. On va manger un McDo en bas de chez toi. Et puis voilà. Et puis, il va appeler Stéphane et dire, docteur Mouchabak, j'ai vu Guillaume. Bon, il est en pleine décompensation au McDo. On a dû sortir avant la fin du hamburger. Est-ce qu'on le remet pas rapidement, etc. Désolé, c'est un peu long, mais l'idée du case management, c'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui marche très bien, qui doit encore se développer. Et c'est peu. Mais oui, dans la pratique, on en parlait au début du TSN, je m'en souviens encore, comme vraiment la méthode de référence. Et c'est trop bien. Le taux d'acceptation familiale, professionnelle, etc. est ultra bien. Et ça, on se rend bien compte qu'il faut un espèce de Salesforce ou de WhatsApp qui permet de coordonner, parce qu'évidemment, ce n'est pas le numéro de l'infirmière qui a le patient, etc. Et que là, la technologie, mais elle devient invisible et surtout, elle devient totalement légitime. C'est même pas on vous propose un outil, c'est évidemment, vous en avez besoin en tant qu'équipe mobile et en tant qu'équipe de case management pour piloter l'ensemble de vos activités et de vos patients. Et c'est ça qu'on doit développer. Et le phénotype le fera. Merci. Merci beaucoup. Je peux prendre une question dans la salle. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données. Donc, Salma Mesmoudi, je travaille sur un projet qui est AI Data Lab. Et en fait, de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, et je connais aussi la problématique, puisque je travaille sur des problématiques aussi de santé mentale, c'est que c'est le manque de consensus, c'est le manque d'outils. En gros, en fait, pour les autres maladies, nous avons, quand on ne se sent pas bien, on va aller faire une prise de sang. Et on a quelque chose sur laquelle le médecin il se base sur quelque chose pour faire un diagnostic. Dans la maladie mentale, beaucoup de fois, on n'a pas ça. Il n'y a pas ça. Alors, est-ce que les outils qui pourraient à la fois aider le patient et aussi alléger le médecin, c'est de réfléchir sur des outils qui permettent de sortir ce genre en fait, de notices et qui peuvent se baser sur le langage, puisque le langage est l'outil avec lequel on communique avec le médecin, et donc qu'il y ait des notices en fait qui vont analyser le langage du patient et sortir des scores sur des tournures qu'il utilise, des choses comme ça en fait, et qui pourraient être en fait des bases ou des notices pour le diagnostic. Est-ce que ce n'est pas ça vers quoi on devrait y aller plutôt? Alors, si je vous réponds avec précision, je vais saboter un projet que je suis en train de créer d'un fine-tuning hyper puissant, mais bon, oui. Bien sûr, vous avez dans votre poche un outil qui est capable de dire tellement sur vous. Les entreprises le font d'un point de vue marketing. Mais votre GPS, votre détecteur de lumière, le nombre de copains qui vous téléphonaient la nuit, les émoticônes, etc., tout ceci constitue une signature de ce que Dawkins appelait le phénotype étendu. Les castors, ils font des trucs, ils font des petits barrages, et du coup, ça se voit dans l'environnement. Nous, dans l'environnement numérique, on est un peu comme des castors, on laisse des traces. Ces traces peuvent correspondre à de la sémiologie. Pourquoi ? Par exemple, votre GPS, si je fais 10 000 pas par jour, mais d'un coup, ils se mettent à être en rond ou faire n'importe quoi, c'est une déviation par rapport à ma norme qui signifie peut-être quelque chose. Couplez cela avec un agrégat en réseau, avec, par exemple, le nombre d'heures passées sans bouger. Alors, soit vous êtes mort, soit vous êtes très ralenti, etc. Eh bien, tout ceci donne de manière objective des signatures comportementales. Rajoutez les LLM, dont on pense qu'ils ont 2 ans, mais ce n'est pas vrai. Toutes ces technologies de traitement du langage, c'est très vieux. Et d'ailleurs, dans l'histoire des chatbots, Elisa, qui est assez pauvre, c'est des mots-clés, mais les premiers qui utilisent un petit peu mieux ces stratégies simulent par exemple le paranoïaque et Dr Perry, et c'est quelque chose qui a des années et des années. Aujourd'hui, on est capable de détecter par des processus de lématisation, de segmentisation du langage, ceux qui vont faire des transitions, par exemple, vers la psychose, s'ils sont à ultra haut risque. Et c'est des travaux qui ont été publiés il y a 10 ans et qui, aujourd'hui, sont très affinés. Donc, ces outils existent, sauf que le grand problème, et moi je le vois dans ce qu'on fait comme projet, c'est que vous allez pouvoir les appliquer, par exemple, à Android, mais Apple, ça ne va pas être possible d'avoir les données continues. Pourquoi ? Sinon, il faut payer, parce qu'ils sont propriétaires. Donc, vous êtes obligé d'amputer une partie de vos solutions pour être dans une harmonisation. Mais tous ces outils sont les outils de demain et qui fonctionnent. Ça, pour le coup, c'est facile. Non, en une phrase, ce qui est certain, c'est que le cerveau est beaucoup plus complexe que n'importe quel autre organe. Et pour une bonne compréhension, il nécessite beaucoup plus de données. Et les modèles biopsychocomportementaux et sociaux sont probablement des données qui nous vont permettre de caractériser, de phénotyper, de cartographier des profils et d'avoir de la prédictivité et du diagnostic précis.
On en est encore un peu loin, mais C'est le débat depuis 20 ans de la psychiatrie sur c'est quoi un diagnostic. Parce que finalement, un trouble bipolaire, ça peut commencer un peu comme de la dépression, comme certaines formes de schizophrénie. Et alors, bon, il faudrait 2 heures là, pour parler des dimensions, enfin des analyses dimensionnelles et catégorielles de la nosologie et de la sémiologie en psychiatrie. Mais vous connaissez le DSM. Il y a d'autres catégories naissantes, RDoC, etc., qui essaient d'approcher différemment. Par exemple, on dit la dépression, si vous dormez tout le temps, que vous avez une humeur triste depuis plus de 2 semaines, etc., vous êtes dépressif. Donc ça, c'est la méthode un peu DSM, pilote d'avion, checklist. Et puis il y a des méthodes RDoC ou autres qui disent, il y a des troubles du sommeil, et puis il y a peut-être l'envie de faire moins de choses. Alors, du coup, ça peut être à la fois demain des choses qu'on appelle dépression, mais ça se retrouve aussi dans tout ce qui est psychose, etc. Et c'est vrai que les technologies vont permettre de nous accélérer ça. Ça ne va pas résoudre le problème de la tour de Babel qui est la psychiatrie, parce que je suis sûr qu'on voit 5 patients, probablement qu'on a 4 diagnostics en commun, et un 5e, on pourrait être en désaccord sur non ? Oui, j'aurais raison. Oui, cher maître. Non, je suis complètement d'accord. Il y a un vrai problème d'alignement. Mais après, nous, à l'Hôtel Dieu, on a réussi sur la voix, en texte libre, à voir si les gens sont en dette de sommeil, parce qu'on sait que la dette de sommeil a un risque relatif très élevé avec la décompensation psychiatrique et en particulier le risque suicidaire. Des boîtes comme Calliope. Oui, j'allais dire. On a publié avec eux là, un article dans le JMIR il y a le fond, ils arrivent à faire des échelles de dépression, Hamilton, PHQ, etc. Encore une fois, pour reprendre, comme avant, ça vaut ce que ça vaut, mais ils le font sur le texte libre. Vous pouvez parler du match de foot et ils vont vous dire à quel point vous êtes déprimé. On peut le faire. Donc demain, vous commandez une pizza, je peux peut-être vous dire si vous êtes en dette de sommeil, dépressive et autres. La question, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va traiter dans le système, parce qu'il faudra encore pas mal d'humains, et comment on réorganise tous ces humains, cette paire aidance, ce case management, avec du digital. Oui. Pour faire une transition sur la prochaine question, parce que magnifique, parce qu'on allait. J'ai senti qu'il fallait avancer, Voilà. Et à la fois je vois la prochaine question sur le modèle économique. Attends, il faut poser la question parce que Allez-y, oui, bien elle n'est sûr, pas bien sur sûr. l'écran. Donc, Oui, en gros, la question nous dit il n'y a pas de modèle économique pour cibler tous les aspects influençant la santé mentale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur le volet préventif. Et donc, c'est uniquement pour cette raison que l'action publique doit être prépondérante. Je ne lis pas exactement la question, j'essaie d'interpréter un tout petit peu. Mais donc, quid du plan national de santé mentale? Est-ce que tous les domaines sont ciblés, justement pas seulement celui de la psychiatrie, mais on voit que la question pose la question finalement d'aller plus loin que le focus sur la psychiatrie. Peut-être je commencerai, je te ferai enchaîner. Oui, tout à fait. Alors sur ce plan national santé mentale et même autres, dans le cadre de la grande cause nationale qui a été réaffirmée pour la santé mentale pour 2025, et ce qui est en train de se structurer actuellement, c'est sur tous les ministères d'inclure l'ensemble de ces facteurs, certes, et de ces ministères sur l'action globale santé mentale. La santé mentale ne concerne pas que le ministère de la Santé. Et là, ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est d'avoir cette vision multidisciplinaire qui se structure. Ce ne sera pas suffisant. Ça fait le prolongement avec le plan national sur la santé mentale, sur les assises de la santé mentale de 2018. Donc, c'est un processus qui est en cours et qui est indispensable. Je ne dis pas que les actions sont déjà prêtes, mais il y a une structuration qui s'organise avec cette vision qui était appelée des vœux de Guillaume, très transversale, chose qu'on voyait moins, en tout cas au niveau national français, et qui se veut beaucoup plus transversale que ce qu'on avait vu précédemment. Et du coup, pour compléter sur la notion d'accès au marché, quand on regarde, et on parlait des échelles psychométriques qui datent d'un ancien temps comme un PHQ, la réalité, c'est qu'on va évaluer un DTX sur ces modèles-là. Et donc, la réalité, c'est juste pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes. Et en fait, je pense qu'il faut imaginer un monde du remboursement qui peut-être est finalement différent, responsabilisant pour l'entrepreneur, qui consisterait à se dire, écoute, de toute façon, vu qu'il n'y a pas de modèle économique, mais qu'on sait que de toute façon, la consommation en matière de toute la pharmacopée sur le champ de la santé mentale est la première source de dépenses de santé, faisons des choses, avançons, et on sait que personne ne voudra payer de toute façon pour une hypothétique prévention sur la psychoéducation de l'enfant, sur les problématiques de l'addiction, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc pourquoi ne pas déréguler, mais dans le bon sens, l'innovation en disant prescris ou diffuse ton application sur les stores, fais-la utiliser, données probantes, on a de l'application, on a de la data, on a du numérique, plus de consommation addictive. Ah, je rembourse. Combien j'ai gagné sur le budget? Aujourd'hui, on a pensé notre équilibre budgétaire en régulant l'offre. Sauf que la demande, elle augmente. Et de façon
je dirais presque massive, toutes les compétences qu'on développe aujourd'hui dans le champ de la santé, de la recherche sur la médecine, le marketing l'utilise pour vous amener à des comportements qui sont perfides, qui vont vous amener à avoir des pathologies. Donc nous, on se bat avec nos bouts de bois, voilà, avec un marché réglementaire qui ne nous permet de pas faire grand-chose en réalité, même si ça va dans le bon sens bien sûr, mais on ne fait pas grand-chose. Et de l'autre côté, vous avez des géants du marketing qui utilisent toutes les données fines, passives, tout ce que vous voulez, pour vous amener à avoir le comportement qu'ils souhaitent que vous ayez, c'est-à-dire consommer. Donc on n'est pas à armes égales, et je pense que la seule façon de le faire, ça va être la relation de transparence entre la promesse marketing d'une application santé et la réalité de réduction budgétaire dans les caisses de l'État, qui de toute façon n'a plus d'argent pour payer quoi que ce soit. Donc réduisons peut-être les dépenses. Mais je rebondis peut-être sur l'aspect modèle économique, puisque concernant à minima les thérapies numériques, les DTX, il y a un modèle qui est maintenant en place de prise en charge. La difficulté, c'est qu'on n'a pas encore d'application qui ait été prise en charge à ce stade. On espère que 2025 amènera certaines prises en charge, en particulier en santé mentale, parce qu'on a quand même de l'autre côté du Rhin une trentaine d'applications qui sont prises en charge par le système de santé allemand. Et pour le moment, les études qui ont été acceptées en Allemagne ne l'ont pas été en France. Donc voilà, je me tourne aussi évidemment vers Lynn, puisque on a un sujet au niveau de l'État de validation de ces applications. Comment est-ce que, parce qu'on a beaucoup parlé de la formation des professionnels de santé, comment est-ce qu'on acculture aussi les hôpitaux, l'État, les évaluateurs, pour qu'on puisse avoir un langage commun, parce que finalement, c'est ce que dit David, c'est qu'on a besoin d'avoir un langage commun sur le plan scientifique. Où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on fait bouger les lignes? Tout à fait. Et d'ailleurs, il a été question des indicateurs. Quelqu'un qui citait le phénotypage digital, mais la question aussi de ces nouveaux indicateurs, c'est de se mettre d'accord sur le fait que ces indicateurs-là, non seulement pourraient être utilisés par des professionnels, être remplis en quelque sorte par les patients, peut-être que les PREMS et les PROMS, mais aussi validés et acceptés par les évaluateurs qui permettront derrière le financement. Donc, cet enjeu-là d'avoir un langage commun et d'acculturer les évaluateurs, c'est un des points qui avait été remonté aussi dans les premiers échanges dans le cadre du Grand Défi, mais ce n'est pas propre à la santé mentale, c'est dans le champ global en fait, de ces dispositifs médicaux numériques où la santé mentale en pâtit peut-être plus que d'autres parce qu'on a une complexité supplémentaire, c'est que ces évaluateurs doivent à la fois intégrer la dimension numérique sur le dispositif médical et la dimension de santé mentale ou de psychiatrie qui a quand même des spécificités qu'on voit transparaître, même si voilà, beaucoup de professionnels essayent aussi de rappeler que la psychiatrie fait partie de l'ensemble des pathologies comme d'autres, mais il y a quand même des spécificités qui font qu'en termes d'évaluation, il y a aussi complexités pour comprendre et derrière évaluer en prenant en compte ces spécificités. Donc il y a un enjeu et un travail sur ce sujet-là avec une première phase qu'on mène actuellement qui est de l'analyse au niveau international, des modalités d'accès au marché au niveau international. Et effectivement, on s'intéresse plus particulièrement à nos homologues allemands sur lesquels on a beaucoup de solutions qui ont été proposées et maintenant des solutions qui passent du côté d'évaluation au niveau français mais qui ne passent pas les barrières. Et donc la question, c'est de comprendre pourquoi ces études qui peut-être peuvent être validées dans certains pays ne le sont pas en France. Et si c'est le cas, si on détecte justement les explications, d'être en capacité de mettre en œuvre les mesures pour, d'une part, acculturer et d'autre part, peut-être apporter plus de robustesse ou de proposer des étapes, comme on pouvait le voir avec les études post-inscription, qui permettent de laisser le temps aux industriels aussi de développer ces éléments que la France juge aussi nécessaires pour l'intégrer dans les prises en charge et les parcours qui sont certes différents tout de même de certains de nos homologues européens. Mais en tout cas, ça, c'est un enjeu qui est très important et sur lequel on essaye aussi de travailler. On n'a pas de réponse infuse, bien sûr, à cette question, mais qui ne concerne pas uniquement la santé mentale, mais l'ensemble du secteur du dispositif médical numérique, sur lequel on a peut-être un peu moins d'enjeux sur la télésurveillance médicale qui commence à être plus comprise dans le processus d'évaluation que sur les digital thérapeutiques sur lesquels, là, on a un vrai enjeu. On a encore une question qui nous vient là justement de ceux qui sont en distanciel. Les outils numériques basés sur l'IA, quelle gestion réglementaire des mises à jour suite à un réentraînement de l'algorithme? Il semble nécessaire de réévaluer à chaque fois l'innocuité, l'efficacité, mais cela va certainement s'avérer très lourd à mener. Donc on est toujours sur ces questions finalement de réglementation. Tout à fait. Alors là, il y a plusieurs étapes, plusieurs enjeux. Je parlais du règlement du Artificial Intelligence Act au niveau européen qui, du coup, entraîne aussi une mise en conformité au niveau de chacun des pays européens pour qu'on puisse répondre à ces enjeux. L'autre question, c'est que là, on parle d'IA qui potentiellement peuvent être
évolutive. Pour l'instant, on fonctionne sur des systèmes de version logicielle V1, V2, V3, sur lesquels on demande une recertification ou une revalidation. Là, dans ce contexte particulier, pour l'instant, on n'a pas d'IA dans les dispositifs médicaux qui auraient été évalués avec une IA évolutive ou adaptative, avec ces IA notamment génératives. Ce n'est pas encore le cas. Mais en revanche, il y a des réflexions qui sont menées plutôt sur les stades de recherche et d'évaluation, plutôt que de travailler et de fonctionner avec l'évaluation du produit fini, puisqu'on est sur des processus de développement d'algorithmes, pourquoi pas évaluer le processus de développement qui, lui, normalement, doit être intégré avec une structuration qui ne sera pas identique, mais en tout cas une structuration qui soit transparente et claire. Et donc, plutôt que de travailler sur une évaluation du produit fini, travailler sur l'évaluation du processus qui peut être remise à jour de façon régulière. On le voit notamment dans le laboratoire de biologie clinique, où ça n'a pas forcément à voir avec l'IA, mais il y a de l'étalonnage de ces dispositifs qui permettent de faire de l'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi étalonner en quelque sorte aussi ces outils qui peuvent être évolutifs et qui certes pourront être modifiés dans le temps, mais puisqu'on a déjà dans les dispositifs médicaux, on parlait de notion de numérico-vigilance, l'algorithmo-vigilance avec ces outils d'IA est déjà inclus dans le règlement, dans tous les règlements européens, que ce soit sur les dispositifs médicaux ou le règlement sur l'intelligence artificielle. Et on peut travailler sur cette notion de monitoring en continu sur le produit fini qui est développé, mais derrière, il y a aussi la notion du monitorage du processus de production de l'algorithme qui pourrait permettre, en quelque sorte, de répondre à une partie du problème. Encore une question. Permettre de rebondir juste sur ce que vous venez de dire, sur la numérico-vigilance et l'algorithmo-vigilance. Là, il y a un point de délai, en fait, que je n'arrive pas à cerner. Comment on fait pour se mettre à jour par rapport à l'IA Act qui, effectivement, a intégré toute cette phase-là? On va pouvoir faire de l'amende à des sociétés qui ne vont pas garantir le niveau éthique et autres. Mais il y a un délai, en fait. Il se passe 1 an, il se passe 2 ans. Et puis là, les patients ont accès à ça. Comment on arrive à se resynchroniser? On est asynchrone totalement. Comment on arrive à se resynchroniser avec la réalité qui est hyper rapide? Cette belle réglementation qui est bien, et c'est bien qu'on l'ait faite, mais comment on revient à la réalité de la situation en resynchronisant je pense que c'est le vrai. Il y a un sujet derrière. On sait comment on doit faire, mais de toute façon, on est toujours à one step behind. Et on fait comment pour se mettre. Voilà. Tout à fait. C'est la même question et les mêmes enjeux qu'on a eu dans le cadre de la mise en application du règlement européen sur les dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et on retrouve exactement les mêmes réglementations. Alors, à défaut de ne pas exister comme dans certains pays, on a cette réglementation qui se veut aussi innovante, on ne veut pas freiner l'innovation, mais pour laquelle on souhaite se mettre en conformité avec ces enjeux. Sur les dispositifs médicaux, je dirais qu'une grande partie des questions sont déjà adressées par le règlement du dispositif médical. Là où nous, on s'interroge, c'est les intelligences artificielles, notamment génératives, qui sont utilisées dans les soins, qui ne sont pas qualifiées de dispositifs médicaux, qui aident aussi du côté plutôt administratif, et sur lequel, pour le coup, le règlement va avoir un impact, mais dans un délai effectivement beaucoup plus long que ce qu'on peut attendre, même s'il est en application depuis effectivement 2024, mais exactement, on a jusqu'à 2027. Donc ça, ce sont des vrais enjeux. Alors effectivement, pour aller... Je suis d'accord. On les rattrapera à la culotte. Mais... On a cette notion de retard, mais peut-être qu'on a un peu d'avance par rapport à d'autres pays, effectivement, qui n'ont pas ce règlement. Donc l'un dans l'autre, voyons, disons, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ouais. On arrive à la fin de cet atelier. Je vais laisser... la conclusion, essayer de synthétiser ce qui s'est dit sur cette heure et demie. Il y a une question qui nous a été posée, est-ce que ça sera disponible en replay? Alors je vous réponds tout de suite que oui. Donc ceux qui sont intéressés pourront revoir cet atelier ou le diffuser. Je pense qu'on a pu, si j'essaie de synthétiser un petit peu ce qui s'est dit, on a vu que les besoins sont énormes, qu'il y a véritablement des besoins non seulement pour les patients, pour les professionnels de santé, mais pour les aidants, et que les solutions numériques vont aussi apporter non seulement un soutien aux patients dans leur prise en charge, mais aussi un soutien pour les professionnels de santé et les aidants. Donc on voit s'ouvrir de nouvelles perspectives.
On comprend bien qu'il y a besoin d'adapter la réglementation pour que du 42 au 44, qu'on fasse rentrer la bonne taille dans le format pour s'adapter, qu'on va avoir une notion aussi sur la temporalité. On n'est pas complètement asynchrone, mais la notion de temps est quand même un problème flagrant. Donc, en fait, je ne peux pas résumer en 3 minutes tout ce qui s'est dit. Ce qui ressort de ces échanges et de la richesse de ces échanges, c'est véritablement qu'on pourra faire d'autres ateliers en espérant que, justement, grâce à la grande cause nationale, 2025 marquera le changement en France de l'implication des parties prenantes pour que le numérique soit à disposition des soignants, des professionnels de santé et des aidants et des patients, bien sûr, et qu'on pourrait presque vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour pouvoir évaluer l'impact. Des solutions. Pardon. Et je tiens chaleureusement à remercier évidemment nos intervenantes et nos intervenants pour la qualité de leurs remarques, et merci à toutes et à tous.